Bonjour à tous et merci pour votre présence à ce webinaire. On va attendre 1 ou 2 minutes les derniers retardataires. Peut-être Junior, tu peux commencer à partager la première page du... Absolument. Tu partages là? Oui. Si on voit rien. À l'écran. Je recommence. Est-ce que vous voyez l'écran? Non. Ah si, c'est bon là. Ok, parfait. Alors, On peut peut-être commencer à 5. et on va attendre un petit peu là que... Il y avait 200 inscrits à l'événement, un peu plus de 200. Je stabilise. Moi, je propose qu'on commence tout doucement. Bonjour à tous. Merci de votre participation à cet événement. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'IA, l'intelligence artificielle, et surtout, quels sont ses impacts au niveau de la conformité RGPD. Vas-y. Alors, le partage, il me pose un petit problème. Ok, donc tout d'abord, on va se présenter brièvement. Donc moi, je suis Laurent Zetoun. Donc j'ai en charge d'animer la practice RGPD, données personnelles au sein d'APAV Digital. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné donc, de Junior et Sylvie qui vont se présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Sylvie Casagrande, conseillère d'entreprise à la Chambre de métiers Centre-Val de Loire. Je suis spécialisée dans la transition numérique, donc j'accompagne les artisans dans leur transition numérique et IA. Et je suis également ambassadrice IA du plan Osélia dont je vous parlerai tout à l'heure. Bonjour, je suis Junior Nelson, DPO externalisé auprès de pas mal de structures. Je suis également consultant en protection des données personnelles et IA maintenant. Je suis, pour finir, préparateur et accompagnateur de DPO dans le cadre de la certification de DPO. Donc, merci à vous deux. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on ne va pas parler que de théorie, puisqu'on a la chance d'avoir Sylvie avec nous qui va nous expliquer dans la pratique comment l'IA est intégrée chez elle. Et ensuite, Junior nous expliquera comment il a intégré ces nouveaux algorithmes, ces nouveaux usages au sein de la conformité RGPD. Alors, tout d'abord, je vais dire quelques mots sur APAV Digital. Donc, APAV Digital, c'est une filiale à 100% du groupe APAV, que certains d'entre vous connaissent probablement déjà, donc qui est un organisme de contrôle dont l'objectif est d'accompagner ses clients à la maîtrise de leurs risques. Donc, tout d'abord, historiquement industriels, humains et environnementaux. Et APAV Digital s'attache à adresser le dernier risque, qui est le risque numérique, autour de 3 principales compétences. Slide suivant.
Donc voilà, en fait, l'idée, c'est d'avoir réuni une communauté d'experts. Donc on est plus de 100 experts aujourd'hui qui adressons un petit peu toutes les problématiques liées au risque autour de la data. Donc bien sûr, il y a le risque cyber, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Donc on a une équipe de cybersécurité qui intervient avec nous pour protéger nos clients sur les risques cyber. La data, c'est aussi savoir comment on l'utilise, la valorise et comment on la rend juste. C'est le travail de 6x7, donc qui est une équipe d'experts en data scientists et experts en IA. Et enfin, l'équipe dont j'ai la charge, qui est l'équipe conformité, où on va adresser bien sûr la conformité RGPD, mais également toutes les autres réglementations qui commencent à être nombreuses, qui entourent la donnée. Donc là, aujourd'hui, on va parler de RGPD, mais aussi d'une autre réglementation sur l'IA qui s'appelle l'IA Act. Donc voilà, donc première partie, l'IA Act, qui est donc un nouveau règlement qui est arrivé, qui va encore se renforcer, qui vise à encadrer l'usage de l'IA au sein de la communauté européenne. Et donc, je vais laisser Junior nous en parler. Alors, je veux juste préciser rapidement que le choix de ce titre, conformité à IA Act et RGPD, n'est pas anodin dans le cadre des structures aujourd'hui qui, justement, utilisent des systèmes d'IA. Et donc, effectivement, avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, nous pensons qu'il est intéressant de définir la notion de système d'intelligence artificielle selon la réglementation dont Laurent vient de parler. Donc, selon l'IACT, à l'article 3.1, un système d'IA est un système basé sur une machine qui est conçu pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie et qui peut faire preuve d'adaptabilité après son déploiement et qui, à des fins explicites ou implicites, déduit à partir des données qu'il reçoit comment gérer des résultats tels que des prédictions du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer des environnements physiques ou virtuels. Vous aurez certainement remarqué que certaines notions ont été mises en grâce et pour justement accentuer ces notions-là. Donc, on parle de système d'IA, on parle donc de système automatisé qui est basé sur une machine et qui va faire preuve d'adaptabilité après son déploiement. C'est ce qui justement va distinguer les systèmes d'IA qui s'appuient sur un apprentissage automatique des systèmes d'IA qui sont déterministes. Et donc, à partir de ces éléments-là, eh bien, le système d'IA va fonctionner fondamentalement avec des données, que ce soit des données personnelles, on en parlera, ou des données brutes. Et donc, l'objectif étant que in fine, qu'on puisse avoir des prédictions ou qu'on puisse en ressortir avec du contenu ou des recommandations, ou qu'on puisse prendre des décisions qui vont notamment avoir des conséquences sur les droits fondamentaux des personnes. D'où justement cette idée de règlement sur l'IA. Et donc, quand on parle de l'IA, il est intéressant de proposer les bases, de repréciser les objectifs de l'IACT et son domaine d'application. Donc, aujourd'hui, on peut voir à l'article 1 de ce règlement-là que le législateur a souhaité mettre en avant effectivement les enjeux liés à l'utilisation de l'IACT et les possibilités du contrôle des conséquences que l'utilisation de cet IA pourrait, ou ces outils d'IA pourraient avoir sur les droits fondamentaux des personnes. Donc, le premier objectif, c'est effectivement de promouvoir le respect des droits fondamentaux. On en parlera. L'autre objectif qui est aussi central et intermédiaire, c'est de garantir que ces systèmes d'IA soient sûrs et éthiques sur le marché par le biais des classifications en fonction du niveau de risque. On en parlera juste après aussi parce que effectivement, le règlement a fait le choix de procéder par une gestion, par une approche par les risques. Et donc, effectivement, la notion de la classification est intéressante pour savoir quelles sont les obligations qui s'imposent aux différents acteurs qui interviennent dans l'utilisation des systèmes d'IA. Eh bien, pour finir, l'autre objectif de ce règlement-là, c'est effectivement de poser un cadre légal unique
et des règles uniformes au sein de l'UE pour un meilleur contrôle. C'est un peu comme ce qu'a fait le RGPD, notamment avec le traitement des données personnelles. Là, le règlement sur l'IA va venir se focaliser sur le contrôle des activités, le contrôle du fonctionnement des systèmes d'IA, avec aussi l'idée derrière qu'on ne cherche pas forcément à arrêter ou empêcher l'innovation. Donc, on veut bien concilier innovation et contrôle des systèmes d'IA dans leur utilisation en fonction des niveaux de risque qui sont présentés. Et donc, aujourd'hui, on sait que le règlement sur l'IA est mis en vigueur de façon progressive. Donc, on a eu une entrée en vigueur officielle à l'été 2024. Et en février, déjà, en interdisant, on voyait entrer en vigueur les systèmes d'IA à risque inacceptable, qui constituent une partie fondamentale du règlement sur l'IA, puisque, effectivement, il y a certains systèmes d'IA qui sont classés à risque inacceptable et qui sont totalement interdits d'utilisation ou de mise sur le marché de l'UE. Et donc, en février, cette partie-là, les obligations qui concernent cet aspect de système d'IA à risque inacceptable sont entrées en vigueur. Et plus récemment encore, le 2 août 2025, eh bien, on a commencé par parler des modèles d'IA générative, donc on les appelle les GPAI, dont les obligations sont un peu spécifiques et distinctes. Et donc, on a vu tout un paquet d'obligations aussi qui sont entrées en vigueur par rapport à ces modèles d'IA qui sont de plus en plus utilisés, il faut le dire, dans nos structures aujourd'hui. On parle de ChatGPT, de Gemini, de Copilot, etc. Et donc, puisqu'on est dans une application progressive, eh bien, les experts ont tendance à s'accorder sur le fait que à l'été 2026, eh bien, il y aura toute une partie qui est une partie très importante de ce règlement-là, qui concerne les grandes obligations sur les systèmes d'IA au risque. On sait que ces systèmes d'IA au risque va concerner pas mal de structures, et donc les experts sont aux aguets, si on peut le dire ainsi, pour voir quelles seront justement les façons dont ces obligations pourront s'implémenter dans un cadre quotidien, dans une utilisation quotidienne de leur structure. Et donc, on est en attente effectivement de cette entrée en vigueur, mais il faudrait aussi anticiper puisque ces obligations-là entrent en vigueur, et donc les structures n'auront pas d'autre choix à ce moment-là que de justifier qu'elles ont bien pris en compte ces obligations-là et qu'elles les implémentent effectivement. Et donc, le 2 août 2027, on aura l'application des systèmes d'IA à haut risque qui seront intégrés dans certains produits réglementés, comme les dispositifs médicaux, les jouets, etc., qui entreront aussi en vigueur. Et donc, une fois qu'on a présenté les objectifs et l'application de ces règlements-là, il est intéressant d'entrer dans le cœur du sujet. Notamment, je vous le disais à l'instant, le règlement a fait le choix d'une approche par les risques. Et donc, il y a une classification des systèmes d'IA en fonction du niveau de risque que cela présente ou représente pour les droits fondamentaux, la santé, la sécurité des personnes. Donc, il y a 4 types de classification aujourd'hui qui sont connus. On a les systèmes d'IA à risque inacceptable qui sont prévus par le règlement lui-même, qui vont concerner les systèmes de reconnaissance des émotions dans les lieux de travail. On parle effectivement de systèmes d'IA qui vont venir se focaliser sur les aspects intimes de la personne, tels que les émotions, tels que l'intonation, par exemple, tels que les images, la posture de la personne dans le cadre de ses activités professionnelles. Et donc, on touche à quelque chose qui est intime et qui, dans le cadre du RGPD, par exemple, va consister à dire qu'on est dans des traitements de données de catégorie particulière, donc des traitements sensibles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces risques, ces systèmes d'IA qui intègrent ces systèmes de reconnaissance des émotions dans les lieux de travail sont aujourd'hui
interdit, on le verra un peu plus en détail dans les obligations. On a aussi le scoring social généralisé par les pouvoirs publics. On parle là de scoring pour justement étudier la fiabilité des citoyens dans certains pays extra-européens. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des politiques sociales, de scoring social qui permettent de dire si une personne, par exemple, un individu se comporte de la bonne façon pour pouvoir justement lui attribuer des sortes de bénéfices ou l'exclure de certains bénéfices. Et donc, c'est quelque chose de vraiment sensible et de vraiment qui touche vraiment au droit et aux libertés individuelles. Et donc, le règlement a fait le choix d'interdire tout système d'IA qui serait justement, qui appliquerait justement ces types d'activités ou qui intégrerait ces types d'activités. On a l'autre classification qui est aussi tout aussi importante, qui est les systèmes d'IA à haut risque. Ces systèmes d'IA-là, on les voit aujourd'hui se présenter notamment dans le cadre de la gestion des ressources humaines. On sait qu'aujourd'hui, il y a des systèmes d'IA, des outils qui permettent de scanner le CV, par exemple, d'y extraire des éléments sur des personnes dans le cadre d'un processus de recrutement. Et donc, ce que dit aujourd'hui le règlement, c'est que ces systèmes d'IA qui sont utilisés dans le cadre du recrutement et qui permettent notamment de déduire ou de faire des analyses sur les compétences d'une personne doivent être encadrés, donc strictement respectant un certain nombre d'obligations. Donc, on fait entrer dans cette catégorie-là tous les outils ATS qu'utilisent aujourd'hui pas mal de structures pour recruter des personnes. On parle aussi de systèmes d'aide au diagnostic ou d'interprétation de maladies. L'IA aujourd'hui, il est indéniable qu'elle aide à la prise de décision, notamment dans le cadre médical. On a dans le cadre médical donc, des traitements de données de santé, donc des données sensibles. Et donc, en venant ajouter justement des systèmes automatisés, eh bien, l'alerte ou la vigilance serait, par exemple, de faire intervenir un humain pour réexaminer la décision. Mais très clairement, le règlement le pose comme un système à haut risque, dans la mesure où cela va impliquer des conséquences ou va générer des conséquences sur la vie et les droits fondamentaux des personnes. Et donc, des obligations sont donc à prévoir pour les structures qui, justement, utilisent ces types de systèmes. On a la troisième classification de risques qui est les systèmes d'IA utilisant des systèmes à risque limité. Donc, on parle effectivement de chatbots qui sont utilisés de plus en plus sur des sites de vente en ligne ou des sites ces systèmes-là interviennent sous forme d'assistants aux structures pour les aider justement à résoudre certains problèmes qui sont peut-être un peu chronophages ou des systèmes pour répondre à des activités qui sont peut-être chronophages pour les employés et donc peut-être venir en amont discuter avec des personnes pour répondre à un certain nombre de problèmes et résoudre un certain nombre de difficultés. Donc, les chatbots sont aujourd'hui classés comme des systèmes d'IA à risque limité. On parle aussi des générateurs de contenu. Là, on pourra potentiellement mettre les GPAI dont je parlais, donc des modèles d'IA génératifs qui permettent aujourd'hui de générer du texte et des images, mais qui, à l'avenir, pourraient être aussi intégrés à des systèmes d'IA plus sophistiqués et qui, à partir de ce moment-là, devront justement générer des conséquences, des obligations strictes pour les entreprises, dans la mesure où ils ne seront plus des systèmes d'IA à risque limité, mais des systèmes à haut risque. Et pour finir, la dernière classification, c'est effectivement les systèmes d'IA qui, pour le règlement, présenteraient des risques limités, voire nuls. On parle de moteurs de recommandation en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement considère que ces systèmes d'IA ne présentent pas fondamentalement de risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes. Donc, ces systèmes d'IA-là sont à risque faible
et les structures qui sont amenées à les utiliser ont un certain nombre d'obligations qui ne sont pas au même niveau que les systèmes à haut risque ou à risque limité, par exemple. On parlerait de code de conduite ou de choses comme ça. On les voit notamment avec les plateformes de musique aujourd'hui ou même des recommandations qui sont faites, par exemple, par des plateformes de visionnage de films ou de séries en ligne. Donc, ces systèmes d'IA-là sont aussi des systèmes qu'on va venir implémenter dans les jeux vidéo. Cela ne représente pas ou ne présente pas de risque important pour la vie des personnes et donc sont classés comme à risque faible dans le cadre du règlement sur l'IA. Donc, cette classification-là, en 4 parties, elle est déterminante et on va les voir parce qu'elle génère des obligations qui sont distinctes pour les structures. Et donc, une fois qu'on a dit ça, concrètement, quels sont aujourd'hui les cas d'usage dans nos structures qui s'apparentent ou qui intègrent des systèmes d'IA dans le cadre de nos activités quotidiennes. Donc, je vais peut-être laisser Sylvie nous parler un peu des cas d'usage d'IA qui sont présentés à la CMA ou qui sont aujourd'hui en projet au niveau de la CMA, du Centre Val-de-Loire. Tout à fait. Merci, Junior. Donc déjà, moi, je suis ravie de venir parler de ce sujet passionnant et très concret, comment la CMA accompagne la transformation numérique et l'intégration de l'IA dans les entreprises artisanales, mais aussi au sein de la CMA. Donc, avant de développer ce sujet, je voulais vous parler un petit peu du petit logo que vous voyez là, qui s'appelle Oser l'IA, donc qui est un plan national. C'est une initiative qui est portée par l'État pour aider les TPE, les PME et les artisans à s'approprier les outils d'intelligence artificielle. Donc, dans ce plan, on a nommé des ambassadeurs IA. Nous sommes 300 en France pour l'instant et j'ai la chance de faire partie de ce plan. Donc, l'objectif des ambassadeurs IA et de ce plan, c'est de démystifier l'IA, de vraiment sensibiliser les entreprises aux opportunités, mais aussi aux risques. De repérer les besoins concrets, que ce soit dans les ateliers, dans les commerces, dans les bureaux, vraiment de repérer les besoins et de partager des cas d'usage inspirants. Donc, au niveau du plan Oser l'IA, on met en place divers événements. Ça peut être de l'accompagnement individuel ou collectif. Et vraiment, on est là pour faire de l'IA un levier de productivité, de créativité et de simplification. Voilà, j'ai fini mon petit aparté sur le plan national Oser l'IA. Donc, le numérique à la Chambre de métier, nous, on a une approche, une démarche qui est assez pragmatique et concrète. On a 3 piliers. Donc, la sensibilisation active, donc la formation aux enjeux cyber, RGPD, à l'IA Act à travers des exemples concrets et des situations vécues. Par exemple, comment on va vérifier les informations produites par une IA avant de les publier, parce qu'on le sait tous, les IA hallucinent, c'est structurel. Une IA ne peut pas vous dire qu'elle ne sait pas. Voilà, c'est pas possible. Donc, elle va inventer quelque chose. Donc, il faut faire extrêmement attention avec les résultats et les informations qu'elle produisent avant de les publier, surtout, et de les rendre publiques. On va éviter aussi d'utiliser des outils qui ne sont pas sécurisés pour traiter les données des clients. Par exemple, vous avez... je rencontre, moi, beaucoup d'artisans qui ont un chat GPT gratuit. Donc, on sait tous que lorsque c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc, les données que ces artisans vont intégrer et donner à chat GPT, elles vont être réutilisées pour entraîner les IA. Alors, tant qu'il n'y a pas de données sensibles,
ça va. Mais alors, par contre, s'ils commencent à mettre leur bilan ou des comptes rendus d'assemblée générale, là, potentiellement, les IA peuvent s'entraîner sur ces données et les ressortir à un moment ou à un autre. On ne sait pas sous quelle forme. Donc, pour ça, on apprend également aux artisans, aux apprentis et aux collaborateurs comment on paramètre un outil pour qu'il respecte le RGPD, parce qu'on peut modifier les paramètres des outils pour demander à ce qu'elles ne soient pas réentraînées sur les données qu'on injecte dedans. On peut également avoir des licences, donc dans ce cas, on a des accès sécurisés qui sont censés être sécurisés. Je pense qu'ils sont sécurisés, sinon, voilà. Et l'objectif, en fait, de cette sensibilisation, c'est que chacun apprenne en faisant. Voilà. Ce n'est pas seulement en écoutant, on met les mains dedans, on est dans l'artisanat, donc on fait, on crée. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le partage d'expérience. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant les retours du terrain. Par exemple, on va diffuser les bonnes pratiques issues du terrain, je viens de le dire, et auprès de l'ensemble de nos communautés. C'est-à-dire, je vais vous donner des exemples, nous avons des artisans qui créent leurs publications pour les réseaux sociaux grâce à l'IA. Et en fait, on va leur demander et leur montrer comment respecter les bonnes pratiques de communication. Pareil, en ce qui concerne la création de visuels, on sait que la création d'un visuel avec une IA générative, c'est énergivore. On va plutôt leur conseiller d'aller piocher dans des banques d'images. Il n'est pas forcément nécessaire de créer un visuel pour illustrer leur publication. Voilà, c'est un petit exemple. On a les formateurs dans les CFA qui utilisent l'IA pour générer des quiz interactifs et aider leurs apprentis à structurer leur mémoire. Donc, en fait, là, l'IA, ça devient un outil collectif. C'est plus une technologie individuelle. En fait, on a vraiment ce partage d'expérience, ce partage de bonnes pratiques au niveau collectif. Et enfin, on a un troisième pilier qui est les actions ciblées. Alors, on adapte en fait nos méthodes à chaque public. Alors, Nelson, je pense que je suis allée un petit peu vite, donc tu peux peut-être mettre la slide d'après. Junior, pardon, pas Nelson, n'importe quoi. Merci, voilà. Donc, pour les entreprises artisanales, on va travailler sur des cas d'usage concrets. On va les aider à créer des fiches produits. On va les aider à rédiger des posts pour les réseaux sociaux, les aider à utiliser les IA pour la gestion quotidienne de leur entreprise et toujours en leur indiquant les risques auxquels ils peuvent se confronter avec les biais, par exemple. Les biais, vous les connaissez, je pense, et donc ces fameuses hallucinations. Pour les apprentis, j'en ai parlé tout à l'heure, on a des quiz ludiques pour animer les cours. On met en place des outils pédagogiques interactifs et on les sensibilise à la désinformation et au cyberharcèlement. Donc ça, c'est le travail des formateurs qui les accompagnent. Pareil pour la rédaction de leur mémoire. Bien sûr, le mémoire n'est pas généré par l'IA. L'IA, c'est vraiment un outil qui va nous aider. Il faut le considérer comme ça, qui a ses biais, qui a ses risques, mais c'est un outil d'aide pour nous, aussi bien pour les artisans que pour nos apprentis. Et enfin, pour les collaborateurs, alors là, c'est plutôt une de mes collègues, Johanna, qui a beaucoup travaillé avec Nelson, qui s'en est occupée, mais je vais en dire un petit mot.
On propose des formations en interne, des ateliers pratiques. On a une communauté CMA-IA qui partage les bonnes pratiques et sécurise les usages. Donc, on est toujours parti des usages métiers, c'est-à-dire de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on va faire avec cette IA. Donc, par exemple, on a la fusion de fichiers Excel complexes, la création et la traduction de présentations, les synthèses pour la veille des appels d'offres. Donc, tous ces usages métiers, en fait, on a été formés dessus. La CMA met en place des petits modules de formation d'1 heure ou ça va jusqu'à 3 heures pour qu'on puisse utiliser les IA dans ces cadres-là de façon complètement sécurisée et en étant conscient, je le répète, que c'est un outil et ce n'est pas l'IA qui crée tout. Donc, l'idée, c'est que chacun puisse avancer à son rythme et avec son niveau de compétence, mais toujours en partant des besoins métiers. Et en conclusion, je dirais que la démarche de la Chambre de métier, elle s'inscrit pleinement dans la dynamique du plan Oser l'IA. L'idée derrière tout ça, c'est quand même de faire de l'IA un outil, un levier pour valoriser les savoir-faire artisanaux. Et ce n'est pas un gadget technologique. Et puis, en travaillant ensemble, on construit quand même une approche qui est humaine, parce qu'il ne faut pas l'oublier, derrière les IA, il y a de l'humain. C'est l'humain qui est à l'origine du prompt et de la demande. Sans cet humain et sans sa connaissance de l'outil, de ses biais et de ses risques, on ne peut pas avoir une bonne réponse d'une IA générative. Du moins, c'est la vision qu'on a. Et donc, on est assez fiers quand même d'accompagner une transition numérique pragmatique et on espère qu'elle est inspirante pour l'écosystème artisanal. J'ai terminé ma présentation. Je suis peut-être allée vite. Non, merci Sylvie pour ce cas pratique en IA. Donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'IA Act et sur ce qu'on peut faire avec de l'IA grâce à l'expérience de la CMA, Junior va nous expliquer les impacts de l'IA Act sur le règlement en général sur la protection des données. À toi, Junior. Oui, ce qu'on entend souvent dire, en fait, c'est que l'IA Act constitue une réglementation en plus et que cela rajoute des obligations en plus de ce qu'il y a déjà en termes de réglementation. On le sait aujourd'hui, notamment le RGPD et les réglementations connexes. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a certaines obligations, effectivement, de l'IA Act qui sont en lien direct avec le RGPD. Donc, la question qu'il faudrait peut-être se poser en tant que DPO ou en tant que structure, c'est de savoir quelles sont mes obligations vis-à-vis du RGPD, mais aussi mes obligations qui sont présentées de façon spécifique par rapport à la technologie de l'IA que j'utilise en fonction des classifications que j'avais présentées en amont. Donc, on va d'abord parler des règles spécifiques en fonction du niveau du risque du système d'IA. J'avais présenté 4 classifications et donc pour chaque classification, il y a des niveaux de risque et il y a donc des obligations spécifiques. Donc, on le sait, pour les systèmes d'IA à risque inacceptable, l'obligation, c'est simplement l'interdiction de développement et de mise sur le marché de l'UE de tout système dont j'avais donné les exemples tout à l'heure. Donc, les exemples de systèmes d'IA qui ont pour conséquence des effets néfastes et considérables sur les droits fondamentaux des personnes, eh bien, le règlement prévoit que ces systèmes d'IA-là ne soient pas simplement développés, ne soient pas développés ni mis sur le marché de l'UE. Pour ce qui concerne les systèmes à haut risque, on sait qu'il va y avoir des conséquences considérables sur les droits fondamentaux, la santé et la sécurité des personnes. C'est pour cette raison-là qu'en fait, le règlement prévoit une certaine gouvernance stricte qui va notamment obliger
la structure à mettre en place un certain nombre de documentation, par exemple, de devoir sensibiliser les collaborateurs à l'utilisation de ces outils-là, par exemple, mettre en place des systèmes de gestion de risques, que ce soit des analyses de risques sur la vie privée ou sur les droits fondamentaux, de mettre en place une documentation technique sur la conformité de son système d'IA, et qui va justement présenter un certain nombre d'exigences, notamment sur l'explication qu'on apporte au développement de l'IA, à son fonctionnement, à son environnement, à sa sécurité. Tous ces éléments-là vont être présentés par le fournisseur qui, justement, met en place un système à haut risque. Et cela constitue une obligation fondamentale aujourd'hui prévue à l'article 9 de ce règlement. On entrera un peu plus dans les détails juste après. Pour ce qui est des systèmes d'IA à haut risque, eh bien, le sujet fondamental ou essentiel, c'est d'être transparent avec les personnes, d'être en mesure d'expliquer aux personnes qu'elles interagissent avec un système d'IA ou avec une machine pour permettre aux personnes effectivement de savoir comment agir ou comment exercer, par exemple, leurs droits par rapport à ces systèmes d'IA. Le dernier système d'IA qui présente un risque minimal a pas fondamentalement d'obligation, en tout cas pas pour les structures, si ce n'est qu'il faut peut-être penser à adhérer à des codes de conduite qui sont du soft law, du droit mou, comme on les appelle, qui sont une démarche volontaire de la structure de venir respecter un certain nombre d'obligations, un certain nombre d'exigences qui sont prévues par le règlement. Et donc, qu'on soit dans un cas ou dans l'autre, eh bien, il y a des obligations à respecter. Et donc, il faut se poser la question de son statut vis-à-vis du système d'IA qui va être déployé. Et donc, pour cette raison-là, le règlement fait bien de présenter ou de définir un ensemble d'acteurs. Et ces acteurs-là, c'est à la fois les fournisseurs, les déployeurs, les importateurs et les distributeurs. Donc, ce qu'on constate, c'est que selon le statut de ces acteurs-là, eh bien, on va avoir à respecter un certain nombre d'obligations en plus. Et ces obligations-là, c'est pour ce qui concerne le fournisseur, d'élaborer, par exemple, des politiques, des procédures détaillées sur le système d'IA. Je parlais un instant de gouvernance. Eh bien, la gouvernance, c'est aussi effectivement d'être en mesure d'expliquer aux collaborateurs ou aux personnes de la structure comment utiliser l'IA, de pouvoir respecter un certain nombre de règles qui seraient imposées ou qui seraient mises en place par la structure. C'est aussi d'évaluer la conformité de son système d'IA par rapport à la législation. Il faudrait, à partir de ce moment-là, savoir dans quel système d'IA on met en place et savoir quelles sont ses obligations et quelles sont ses exigences par rapport à ce que prévoit le règlement sur l'IA. Quand on est un déployeur et qu'on utilise un système mis en place ou mis à disposition par un fournisseur, eh bien, l'obligation fondamentale, c'est de devoir se conformer aux notices d'utilisation qui auraient été présentées ou décrites par le fournisseur, mais c'est aussi surveiller et informer le fournisseur de tout incident grave ou de tout risque qui pourrait avoir des conséquences sur les droits fondamentaux des personnes. Le déployeur doit aussi évaluer les impacts sur les droits fondamentaux, notamment en réalisant de son côté une analyse d'impact sur les droits fondamentaux des personnes qui pourra être justement présentée en cas de contrôle par une autorité de surveillance. Et quand on est un importateur de systèmes d'IA, eh bien, l'obligation fondamentale, c'est de vérifier la présence d'un marquage CE. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les systèmes d'IA qui seront autorisés sur le marché de l'Union européenne doivent être validés et présentés sur une liste qui est tenue par l'AI Office, qui est, on va dire, une sous-structure de la Commission européenne qui va autoriser en amont les systèmes d'IA qui seront mis sur le marché de l'UE. Et donc, ce marquage-là viendra justement attester de la conformité du système d'IA par rapport aux obligations techniques, mais aussi
juridiques qui sont présentés par le règlement sur l'IA. Et donc, avoir une documentation, la présence d'une documentation est tout aussi importante que ce soit pour l'importateur et le distributeur, pour justement prouver qu'on a bien pris en compte les enjeux quand on utilise un système d'IA et qu'on va s'en tenir, ou qu'on va respecter les obligations ou les exigences du règlement. Pour finir, on doit aussi vérifier l'évaluation de la conformité du fournisseur parce que oui, les systèmes d'IA qui sont importés ou qui sont mis sur le marché sont validés en amont, mais on doit aussi s'assurer que le fournisseur respecte de son côté les obligations qui sont imposées par le règlement. Et donc, l'importateur et les distributeurs ont une obligation de vérification justement de la conformité du fournisseur, notamment vis-à-vis des obligations de documentation technique et juridique qui sont les siennes. Et donc, l'intérêt d'avoir ou de présenter le RGPD, l'AI Act aujourd'hui, c'est de se dire qu'en fait, il y a certes des obligations qui sont spécifiques au règlement sur l'IA, mais qu'il y a aussi certaines de ces obligations-là qui finalement sont complémentaires avec le RGPD, avec ce qu'on connaît aujourd'hui du RGPD. Quand on parle du règlement sur l'IA, on parle effectivement d'une approche par les risques, ce qui est déjà le cas avec le RGPD, puisque aujourd'hui, le RGPD impose à son article 35 d'évaluer la nécessité de mener une analyse d'impact lorsqu'il y a un risque élevé qui est susceptible d'engendrer des conséquences sur la vie privée des personnes. C'est aussi le cas aujourd'hui avec l'IA Act, qui prévoit de mener des analyses d'impact, j'en parlais à l'instant, sur les risques que l'utilisation d'un système d'IA pourrait avoir sur les droits fondamentaux des personnes. On parlait aussi de gouvernance et de la qualité des données, qui est un des principes fondamentaux du règlement sur l'IA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec le RGPD, il y a cette obligation-là qui existait déjà, notamment le RGPD qui prévoit un certain nombre de principes auxquels le responsable de traitement ou le sous-traitant doit se tenir et donc respecter. On parle de principe d'exactitude dans le cas du RGPD, mais ce principe-là voudrait aussi dire, dans le cas du règlement sur l'IA, qu'il faudrait s'assurer de la qualité des données qui sont intégrées à l'IA ou qui sont injectées à l'IA pour pouvoir l'entraîner. Et donc, on est effectivement sur quelque chose qui est commun à ces deux réglementations. Mais quand on va parler de règles communes, on va aussi penser à la transparence et à l'information, puisqu'aujourd'hui, le respect des droits des personnes est un des objectifs du RGPD, on le sait. Cela impose justement aux structures de respecter les droits des personnes en apportant des informations précises sur ce qui va être fait, par exemple, de leurs données, ce qui va permettre aux personnes de pouvoir exercer leurs droits. Et le fait de devoir dire aux personnes ce qu'on fait de leurs données, eh bien, va permettre justement de répondre à cette obligation de transparence et d'information qui est prévue à l'article 12 à 14 du RGPD. Donc, on retrouve effectivement cette obligation de transparence dans les mentions d'information, dans les contrats qui sont signés avec les personnes. Mais aujourd'hui, ce que dit concrètement le règlement sur l'IA, c'est aussi d'être transparent sur le système d'IA qui est utilisé et d'être en mesure d'expliquer aux personnes comment fonctionne le système d'IA et quels sont justement les éléments sur lesquels l'IA se base pour justement prendre cette décision. Et donc, il y a justement cette question de transparence qui revient dans le règlement sur l'IA. On va aussi parler de responsabilité et de documentation. J'en parlais à l'instant, il y a une obligation de documentation technique qui s'impose à tout fournisseur de systèmes d'IA à haut risque. Cette obligation-là, elle est expressément prévue dans le règlement sur l'IA, notamment à son article 13. Mais cette obligation de documentation, c'est ce qui fonde aussi aujourd'hui les obligations du responsable de traitement dans le cadre du RGPD, puisqu'on le sait, on est dans le cadre d'une responsabilisation avec le RGPD qui impose justement aux responsables de traitement
de prouver à travers des mécanismes et des procédures et politiques qu'il est en phase avec les obligations du RGPD. Donc, sur cet élément de responsabilité et de documentation, on voit bien que ces deux réglementations-là aussi se rejoignent aussi et ont donc des règles communes qui vont s'appliquer, que l'on soit sous le coup du RGPD ou sous le coup du règlement sur l'IA. Donc, une fois qu'on a présenté ces obligations-là, il faut bien aussi se dire qu'aujourd'hui, comme c'est déjà le cas pour le RGPD, le règlement sur l'IA prévoit un certain nombre de sanctions qui peuvent s'appliquer en cas de non-respect des obligations qui s'imposent dans le cadre du règlement sur l'IA. Donc, on a vu que les pratiques d'IA interdites, qui sont des pratiques classées dans la catégorie de système d'IA à risque inacceptable, peuvent entraîner des sanctions allant jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise. Et pour ce qui concerne tout autre système d'IA, donc on parle de système d'IA à haut risque, à risque limité, à risque faible, eh bien, la sanction peut s'élever à 15 millions d'euros aujourd'hui, ou 3% du chiffre d'affaires annuel mondial. Ce qui est une nouveauté par rapport au RGPD, c'est que quand on fournit des éléments qui ne sont pas effectivement exacts ou tout à fait exacts par rapport aux obligations qui sont les siennes, eh bien, en fait, on est en mesure, l'autorité de surveillance est en mesure de sanctionner à hauteur de 7,5 millions d'euros ou 1% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc, le simple fait de fournir des éléments qui ne respectent pas les obligations ou les exigences du règlement sur l'IA, ou de fournir des informations incomplètes ou inexactes à ces structures-là, à ces autorités de surveillance-là, eh bien, va exposer l'entreprise à une sanction de 7,5 millions d'euros. Donc, si on fait le lien avec le RGPD, eh bien, on peut très rapidement s'apercevoir qu'on est sur, effectivement, une sanction aussi à un double niveau, puisque le RGPD prévoit pour des infractions aux obligations organisationnelles et procédurales, notamment la sécurité, la non-désignation d'un DPO, la non-tenue d'un registre de traitement, une sanction qui va jusqu'à 2% du chiffre d'affaires ou 10 millions d'euros. Et donc, pour les infractions les plus graves qui touchent aux droits des personnes et au non-respect de ces droits-là, eh bien, la sanction est de 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros. Et donc, on est sur justement une procédure de palier, si vous voulez, sur lesquels le RGPD et le règlement sur l'IA se rejoignent encore une fois. Bon, merci Junior pour cette présentation qui se termine par des petites sanctions. Il faut faire attention. Alors maintenant, on va voir concrètement comment on adresse les projets RGPD avec ces nouveaux aspects IA. De façon très concrète et pragmatique, ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, à la PAV Digital, et c'est ce que disait, entre autres, Sylvie à l'instant, c'est qu'on essaye d'accompagner nos clients dans une forme de procédure intégrée, IA Act et RGPD. Qu'est-ce que cela veut dire? Très concrètement, aujourd'hui, on le sait, il y a un besoin de sensibilisation des collaborateurs quant à l'utilisation de ces outils qui sont mis à disposition par les structures. Dans notre mission, en tant que DPO aujourd'hui externalisé pour ces structures-là, c'est de venir présenter les enjeux lorsque les collaborateurs utilisent des outils d'IA et de leur faire prendre conscience des conséquences que cette utilisation pourrait avoir, notamment quand on traite des données personnelles, comme c'est aujourd'hui le cas des artisans, de leur expliquer quels sont les enjeux, quels sont les bons réflexes à adopter pour justement respecter les droits des personnes. Et donc, une fois qu'on fait cela, eh bien, très concrètement, dans les actions qu'on va déployer au niveau de la structure, eh bien, on va partir sur une sorte de cartographie des systèmes d'IA, parce qu'il faut effectivement tout cartographier, bien comprendre les différents systèmes utilisés par l'organisme pour pouvoir
justement faire la classification et savoir quelles sont les obligations que cela génère. Et donc, on va venir faire une sorte de mapping de l'ensemble des outils et des parties prenantes qui interviennent justement dans le cadre de ces outils-là. Et une fois qu'on a fait cela, eh bien, on va venir auditer et évaluer les niveaux de risque, puisque, comme je l'ai dit, en fonction du risque que va présenter l'outil utilisé, eh bien, il va y avoir une obligation spécifique. Donc, une fois qu'on a compris l'outil qui a utilisé son fonctionnement, eh bien, on va justement présenter à l'organisme les obligations qui lui sont imposées ou qu'il va devoir respecter. Et en parallèle de ces actions finalement d'évaluation des outils et de classification des niveaux de risque, eh bien, on va s'intéresser aux différents acteurs qui interviennent dans le cadre de la mise à disposition de ces outils-là. Parce que comme on l'a vu, effectivement, il y a différents acteurs qui ont différentes obligations. Donc, nous, notre enjeu, notre intérêt pour nos clients, c'est de comprendre quel est leur positionnement ou quelle est leur position dans le cadre de ces l'utilisation de ces différents outils. Et une fois qu'on a compris cela, eh bien, on va pouvoir négocier avec les sous-traitants, avec les sous-traitants ultérieurs. On va pouvoir négocier avec les déployeurs, les fournisseurs pour savoir concrètement les obligations qu'on met face à eux. Dans la vie de tous les jours, dans le cadre des activités de l'organisme, eh bien, notre fonction, notre rôle aussi, ça va être d'accompagner les équipes métiers. Parce qu'il faut sensibiliser, oui, mais très concrètement, il faut être aussi disponible pour répondre aux sollicitations des différentes équipes métiers, notamment sur les nouveaux projets. Le RGPD prévoit le principe de security, de privacy by design. Et donc, pour nous, il est intéressant d'être associés en amont des projets pour pouvoir apporter justement la vision RGPD et RIA, donc règlement sur l'IA, et dire concrètement aux équipes métiers ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, très concrètement. Et une fois qu'on a fait ça, on le sait, il y a toute la partie documentaire qu'il va falloir revoir, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le RGPD, dans ses obligations, prévoit la tenue d'un certain nombre de documents, donc de livrables. Donc, si on a nos clients qui intègrent, en plus des traitements sur les données personnelles, des outils sur l'IA, eh bien, notre rôle va être de revoir les documents qui sont utilisés et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait, ne serait-ce faire évoluer ces documents-là en prenant en compte aussi les éléments sur l'IA. Donc, on va parler de rapports d'audit sur la conformité à l'IA Act. C'est des rapports qu'on va justement émettre à l'issue des audits et des évaluations qui sont faites vis-à-vis des systèmes d'IA utilisés par les clients. On va aussi parler du registre de traitement. D'ailleurs, le règlement sur l'IA fait mention de la tenue d'un registre. Et ce registre-là, on sait qu'il est obligatoire dans certains cas déjà avec le RGPD. Donc, l'idée, ce serait de faire évoluer ce registre-là en tenant compte les nouveautés ou les spécificités de l'IA. C'est aussi la mise à jour des contrats avec les parties prenantes, parce que je disais qu'on va devoir gérer les parties prenantes. Eh bien, on va devoir aussi renégocier les contrats peut-être pour savoir quelles sont les responsabilités qu'on a les uns envers les autres. On va devoir revoir aussi les conditions générales d'utilisation, puisque oui, les conditions générales d'utilisation dans le cadre du RGPD doivent être évoluées pour prendre en compte les différents éléments, notamment quand on met à disposition des utilisateurs des outils d'IA. Il va falloir les prendre en compte, réaliser pour répondre justement à l'obligation de transparence des mentions d'information qui répondent à la fois aux obligations du RGPD et du règlement sur l'IA, mais il y a aussi toute la partie gestion de risque qu'on va devoir revoir, puisque en plus de l'analyse d'impact sur les droits des personnes, il va falloir aussi s'intéresser à des risques qui ne sont pas forcément accentués sur les données personnelles, qui sont des droits fondamentaux, notamment sur la santé, la sécurité, sur l'environnement. Donc, ces éléments-là vont devoir aussi être revus. Et pour finir, on sait que pour que les personnes puissent, les utilisateurs ou les collaborateurs puissent justement se tenir à ces règles-là, il va falloir quelque part les emmener à respecter les règles qu'on a soi-même édictées en tant que structure. Et donc, pour cette raison-là, on va devoir venir mettre des règles spécifiques et contraignantes par moment
pour les emmener à respecter les bonnes pratiques qu'on tente en fait de mettre en place pour être en conformité avec le règlement sur l'IA. Donc, ces livrables-là ne sont pas du tout exhaustifs, mais démontrent encore une fois que on a aujourd'hui une façon de faire avec le RGPD, mais que ces façons-là ne vont pas disparaître, au contraire, mais vont devoir évoluer en prenant en compte les aspects sur le règlement sur l'IA. Et donc, rapidement, nous, on accompagne dans le cadre des actions, de plans d'action qu'on déploie auprès de nos clients, qui est généralement établi sur une année et qui prend en compte les différents éléments du RGPD, que ce soit au niveau de la sensibilisation ou sur les audits et les suivis mensuels, les points qu'on fait avec les clients pour leur parler des actions qui sont entreprises. Eh bien, en fait, le rôle du DPO va être aussi d'être là de façon récurrente et de répondre aux sollicitations à la fois sur le RGPD et sur le règlement sur l'IA. Donc, c'est des plans prévisionnels qu'on déploie auprès de nos clients et qui prennent en compte des plans d'action sur lesquels on va accompagner nos clients, parce qu'il faut le rappeler, je termine là-dessus, c'est qu'on est dans la gestion de projet. Et dans la gestion de projet, il faut faire des points réguliers, il faut prendre en compte des éléments qui vont faire évoluer le projet, et il faut aussi être en mesure de dire ce qui bloque et pouvoir trouver des solutions pour les débloquer. Donc ça, c'est l'une de nos missions qu'on accomplit auprès de nos clients. Merci Junior, merci Sylvie pour cette présentation. Donc vous l'avez compris, l'IA a un impact assez conséquent sur la protection de la vie privée. C'est pour ça que ça nous a obligés à adapter notre façon de faire, notre méthodologie pour intégrer ces nouveaux concepts au sein de nos projets. Pour ça, on a quand même une facilité, c'est qu'on a des ressources au sein de la PAF Digital qui sont spécialisées en IA. Donc, ça nous aide beaucoup pour aussi identifier dans quelle case on se trouve et quelles sont les actions à mener. Donc, il nous reste quelques minutes. On va répondre aux questions. Donc, il y en a déjà une qui a été posée pendant la session. Donc, je la lis, c'est la question de Franck. Donc, la Commission européenne envisagerait d'alléger les obligations en matière de protection de la vie privée au bénéfice de l'innovation en intelligence artificielle. Quel impact cela pourrait avoir sur nos missions? Alors, vas-y. Oui, en fait, il y a aujourd'hui effectivement le projet qu'on a appelé le projet Omnibus, le projet digital Omnibus de la Commission européenne, effectivement, qui sera présenté la semaine prochaine et qui prévoit un certain nombre d'objectifs, notamment la revue de la définition même de la donnée personnelle aujourd'hui, pour justement emmener les PME à prendre, à alléger en quelque sorte les obligations des PME. Il y a aussi la fameuse question de l'allègement des obligations du RGPD pour essayer de faire avancer l'utilisation de l'IA. Mais ce qui change fondamentalement, c'est que au niveau du traitement de la donnée personnelle, ce qui est dit, on attend de voir justement ce qui va être dit par la Commission européenne. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a la fameuse notion d'intégration des données personnelles sensibles pour entraîner les systèmes d'IA. Donc, en fait, la Commission pense permettre ou autoriser le traitement de données personnelles sensibles pour entraîner les systèmes d'IA en se fondant sur d'autres systèmes, d'autres fondements juridiques autres que le consentement. On sait aujourd'hui que pour le traitement des données personnelles sensibles, l'une des exceptions, l'une des conditions pour procéder au traitement, c'est le consentement. Donc aujourd'hui, ce qui change fondamentalement, c'est qu'il va y avoir peut-être le choix d'une autre base légale que le consentement. Et donc, on pense que cela aurait des impacts sur la vie privée des personnes. En tant que DPO, moi, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est qu'il faut attendre de voir quelles sont les différentes possibilités qui vont être données aux structures de pouvoir effectivement utiliser la donnée personnelle sensible pour entraîner les systèmes d'IA. Je pense qu'il faut se garder
de se dire que cela enfin, freinera l'innovation. Je pense que l'objectif affiché, c'est de dire justement que cela va faire évoluer l'innovation, notamment l'IA. Et donc, il faut être simplement sur les aguets, je dirais, et être en mesure, en tant que structure, en tant que DPO qui accompagne les structures, de dire quelle est justement la nécessité pour l'entreprise ou pour la structure d'utiliser de la donnée personnelle sensible pour entraîner son système d'IA et être en mesure justement de gérer les risques à ce niveau-là, c'est-à-dire de mener une analyse d'impact pour voir quels sont les différents impacts que cela pourrait avoir sur les droits fondamentaux des personnes. Bon, c'est à ça qu'on est aujourd'hui. On n'a pas encore de certitude sur ce qui va être fait ou ce qui va être présenté. Mais en tant que DPO, moi, ma préoccupation, ce serait de voir comment je serai en mesure de gérer ces risques-là pour les personnes et justement faire en sorte que l'innovation qu'on recherche n'enfreigne pas ou ne porte pas atteinte justement aux droits des personnes tels que prévus par le RGPD. Merci Julien pour cette réponse. Je ne vois pas d'autres questions. On a un petit peu dépassé le temps. Écoutez, moi, au nom de l'équipe, je vous remercie beaucoup pour votre participation et l'intérêt que vous avez porté à ce sujet jusqu'au bout. Tiens, tu peux passer le slide. Voilà, donc, bien entendu, on est à votre disposition avec Junior pour aller plus loin dans ces réflexions et dans cette mise en place de l'IA au sein du RGPD, voire la mise en place de l'IA Act dans sa totalité. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et comme l'a dit Jemile dans le sein du chat, vous allez tous recevoir un replay de ce webinaire pour le regarder à tête reposée pour ceux qui le souhaiteraient. Voilà, merci beaucoup. Bon appétit, bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne fin de journée.